Le balado Réalisé en bois vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction en bois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Réalisé en bois, le balado qui explore les possibilités offertes par le bois dans le monde de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Si vous êtes passionné ou simple curieux de la construction en bois, alors vous êtes au bon endroit. Épisode 2. Construction modulaire en bois massif. Le secteur de la construction évolue à un rythme soutenu, cherchant à s'adapter à une demande croissante tout en répondant à de nouveaux besoins émergents. De plus, l'arrivée de nouveaux systèmes constructifs pour faciliter le travail des professionnels vient modifier la pratique, notamment la construction modulaire en bois massif, permettant une construction rapide et efficace. Dans cet épisode, des experts exploreront cette approche modulaire 3D et 2D, mettant en lumière à la fois leurs avantages et ce qui les distingue. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du balado Réalisé en bois. Je me présente, Cassandra Lafont, scientifique senior chez FP Innovation. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer les différents avantages et les défis de la construction modulaire en bois massif. Découvrons ensemble les possibilités qu'offre la construction avec Julie Charbonneau, donc architecte et fondatrice chez Perch Architecture. Bonjour Julie. Bonjour. Et Étienne Julien, directeur de produits chez Sokio Industrie. Yes. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc, merci à vous deux d'être ici aujourd'hui. Alors, débutons avec une première question au niveau de votre motivation à utiliser des systèmes constructifs modulaires en bois massif. Étienne, est-ce que tu veux commencer? Ben oui, je peux commencer. Je pense que pour nous, en fait, là, ça relève en fait d'une réflexion qui est vis-à-vis un peu la productivité en fait du secteur de la construction. Je pense que c'est pas un secret, on s'en fait parler toujours en fait dans les derniers temps. Tu sais, il y a une crise du logement, donc on veut accentuer en fait la productivité de nos chantiers de construction. On veut construire davantage. Je pense que la préfabrication en fait peut nous amener là. Si on se compare à différents secteurs manufacturiers, la construction ne veut pas un recul au niveau de sa productivité. Je pense que la préfabrication peut nous amener à standardiser les choses, à accélérer nos chantiers de construction. Fait que je pense que c'est une manière, en fait, pour moi, c'était une de nos premières motivations, là, en fait. Mm-hmm. Donc, vraiment au niveau de la productivité. Fait qu'on a vraiment un point de vue ici manufacturier, gestion du projet là, avec le client, mais aussi avec le client, on va se tourner au niveau de l'architecture. Donc, un architecte, c'est quoi ses motivations à utiliser un système constructif modulaire? C'est sûr que comme architecte, on peut se poser la question, le modulaire, ce que ça donne du côté esthétique. Mais c'est sûr qu'il faut reconnaître que ça accélère beaucoup les échéanciers. Ça a le potentiel d'accélérer beaucoup les échéanciers parce que, évidemment, on peut construire à l'année longue à l'intérieur d'une usine. On n'est pas limité par l'hiver. Donc, comme réponse à la crise du logement, pour moi, ça me semble une bonne façon d'aborder ça. Puis, c'est ça. Après ça, il faut regarder les autres aspects puis voir comment on peut traverser ça. Donc, on peut livrer rapidement des gros volumes. C'est ce que je comprends. OK. Super. Puis, est-ce qu'on parle aussi d'une meilleure qualité? Donc, on sait qu'on construit à l'abri des intempéries. Comment vous voyez ça au niveau de la qualité? C'est certain que c'est plus facile de contrôler la mise en œuvre pour arriver à une bonne qualité d'exécution quand on est à l'intérieur d'une usine versus sur un chantier où on est exposé aux intempéries, qui affecte les délais de toutes sortes de choses, les livraisons. Donc, c'est certain qu'au niveau qualité de la construction, je pense que c'est très facile de démontrer que le modulaire permet ça, oui. Mm-hmm. Puis Étienne, toi, tu le vois directement en usine. Exact, mais tu sais, moi, je pense encore plus, je peux faire un peu du pont avec ce qui a été dit, dans le sens la préfabrication nous force un peu à penser en amont, en fait, à nos méthodes constructives. Donc, directement avec l'architecte, avec l'ingénieur, tu sais, nous, c'est ça notre manière de faire. C'est comme ça qu'on aime approcher les projets. Donc, si en amont,
déjà, avec la conception vis-à-vis de différents logiciels de modélisation 3D, 2D, ben, on est déjà capable, en fait, avec les architectes, de penser aux détails architecturaux, aux assemblages, à notre manière de conceptualiser. Ça fait en sorte que je trouve que souvent, on va régler les problèmes vraiment en amont, puis c'est ce qui amène pour moi le contrôle qualité, mais dans un contexte manufacturier, je pense que d'amener ensuite ces détails-là qu'on a conceptualisés en amont avec l'architecte, ben là, après ça, on a un contrôle en industrie parce qu'on peut en fait amener des protocoles, des procédures en fait de contrôle qualité. Puis là, c'est sûr qu'on a une concentration plus pointue là, sur chaque élément qui sort de notre usine, en fait. Oui, parce que si on fait un système qui est modulaire, qui est fermé, l'inspection sur site n'est pas possible. Donc, on doit être certifié. Donc, répondre à des normes bien précises, avoir un système qualité qui est élaboré en usine. Exact. Puis, tu sais, on le voit dans nos projets dernièrement, ça change tellement les méthodes de faire. Autrement, c'est souvent par des visites sur chantier avec les architectes ou des visites sur chantier avec des ingénieurs que finalement, peut-être que même l'erreur avait déjà été faite, puis là, l'architecte, ce détail-là, faut le faire différemment. Alors que là, maintenant, même dans nos suivis de projet, ben, on fait déjà un suivi en amont avec nos détails qui sont modélisés en conception. Puis là, on s'assure, OK, ben, est-ce que c'est les volontés de l'architecte? Est-ce que c'est les volontés de l'ingénieur? Oui, parfait. Ben, ces visites-là peuvent également être faites en atelier. Puis suivant aussi, comme tu dis, les diverses certifications vis-à-vis de la contrôle qualité. Fait que c'est super intéressant. J'imagine que plus qu'on a un haut niveau de préfabrication, ben en fait, moins les étapes sont nombreuses à réaliser sur chantier. Donc, il nous reste simplement à fermer l'enveloppe, par exemple. Est-ce que vous avez été témoin des procédures vraiment de qualité, des suivis rigoureux sur chantier? Oui, ben c'est ça, comme architecte, dans les projets traditionnels, une grande partie de notre participation au contrôle qualité, c'est des visites de chantier, un suivi, des visites de contrôle pour vérifier l'avancement, tout ça. Donc, c'est comme on a fait dans notre projet récemment pour les pavillons du 49 à Chibougamau, c'est des visites de chantier à l'usine. Pour assurer le même contrôle de la qualité, le même suivi rigoureux, parce que c'est sûr que quand on arrive au chantier, dans le cas d'un bâtiment modulaire, quand on est sur le site lui-même, comme Cassandra dit, c'est fermé. Fait qu'on peut pas assurer que les choses à l'intérieur des murs sont comme ils sont censés être selon les plans d'architecture. On peut pas assurer la conformité aux documents sinon. Donc, c'est vraiment la seule façon. Alors, c'est ça qu'on a fait pour ce projet-là. Des visites de chantier, comme on aurait fait dans un projet traditionnel. Donc, au Québec, on a un système de certification via CSA 277 qui est reconnu, qui est obligatoire, en fait. Donc, on est assuré quand même d'avoir des systèmes de qualité lorsqu'on construit modulaire. C'est ce que je retiens. OK, merci. Puis là, si on parle au niveau des avantages, là, autres que la qualité de performance en structure, en enveloppe, mais plus au niveau environnemental, comment ça se compare par rapport à la construction traditionnelle sur site? Oui, c'est sûr que comme dans le cas de notre projet sur lequel on a travaillé à Chibougamau, les pavillons du 49 qui sont en module de CLT en bois massif, ce type de construction-là permet vraiment d'avoir une enveloppe très performante parce que l'isolation est continue tout le tour de la coquille. La coquille est continue, la coquille de CLT, puis l'isolation est continue tout le tour. Fait que ça enlève virtuellement tous les ponts thermiques, puis les petites conditions avec lesquelles on doit faire dans la construction standard qui nous cassent la tête comme architecte. Pour essayer de créer des enveloppes performantes. Donc, au niveau performance de l'enveloppe, c'est vraiment idéal. Après ça, encore une fois, étant donné que c'est sur ces projets-là qu'on a travaillé, mais les modules, les projets modulaires en bois massif, structurellement, ont beaucoup d'avantages parce qu'ils peuvent être conçus pour pouvoir modifier le bâtiment après. Par exemple, facilement les concevoir pour pouvoir ajouter d'autres modules par-dessus, ajouter des étages ou même prendre des modules existants puis les réarranger.
ça nous a été demandé pour certains projets qu'on a fait, encore une fois, avec Chantier Chibougamau puis Nordique Structure pour des agrandissements d'écoles, par exemple. Donc, ça, c'est un avantage parce que les modules peuvent être réutilisés. Mm-hmm. Donc, le réemploi, c'est quelque chose, mais j'aime bien entendre aussi l'adaptabilité. Donc, c'est bien ce que vous avez mentionné, là, de dire qu'on a différentes possibilités de configuration au final des modules. Hein. C'est comme des Legos qu'on peut emboîter, puis même ajouter une pièce avec un nouveau module. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis... Au niveau environnemental, oui, Étienne, toi, tu peux le voir aussi peut-être au niveau du transport. Exact. Ben, il y a plusieurs aspects que je pense que je peux aborder, mais pour un peu faire le pont, je trouve ça super intéressant parce que tu parlais d'adaptabilité. Mais tu sais, en fait, on peut parler aussi de déconstruction. Et c'est un sujet qu'on parle tellement souvent, mais tu sais, OK, comment on fait ça, la déconstruction? Tu sais, comment on s'y attaque vraiment? Mais je trouve que de manière innée, un peu, la préfabrication nous a amené à déjà penser à ces dites solutions-là. Quand on parle d'ajouter des modules, ben si on parle qu'on peut en ajouter, ben on peut néanmoins pouvoir en les retirer également. Fait que c'est un peu ça, tu sais, nous, chez Soccio, on est dans un contexte 2D, dans un contexte panneau, mais puisqu'on est dans un contexte où on est complètement préfabriqué, donc avec l'ensemble des éléments, mais ça fait en sorte que on doit connecter ces éléments-là 2D sur chantier d'une certaine manière. Ben, de la manière qu'on les connecte sur chantier, ben après ça, oui, il y a cette capacité-là à pouvoir les retirer par après puis à les réutiliser dans d'autres contextes. Tu sais, ça nous éloigne un peu de ce qu'on faisait traditionnellement sur chantier, de clouer l'ensemble des assemblages et tout ça, puis après ça, ben on est obligé, effectivement, là, de détruire l'entièreté du bâtiment. Fait que ça, pour moi, c'est une chose. Puis oui, là, vis-à-vis vraiment le contexte industriel, je pense qu'il y a des avantages. Il y a beaucoup moins de transport d'aléas sur chantier. Tu sais, juste, on s'attaque à différents secteurs, mais tu sais, juste pour, je sais pas, une maison un peu à l'écart un peu de la ville ou quoi que ce soit, ben tu sais, c'est sûr que certains clients veulent pas nécessairement avoir plein d'allers-retours pour plein de matériaux vis-à-vis de l'entrepreneur général. Ben nous, regarde, moi j'arrive directement avec l'ensemble des composantes qui sont totalement préfabriquées. Donc, on minimise les transports sur le site. Puis, je pense que le dernier élément qu'on n'a pas abordé, ben, tu sais, c'est un peu les déchets aussi qui sont générés sur site. En préfabrication, ben, l'ensemble des éléments sont pensés en usine, sont conceptualisés en usine, comme j'ai déjà abordé. Ça fait en sorte qu'on optimise beaucoup le matériel qu'on utilise. C'est super intéressant. Ben, des points très pertinents. Dans le fond, je retiens que la conception pour la déconstruction, là, en anglais, Design for Disassembly, DFD, ce n'est pas de la science-fiction. On est rendu là. Ouais. Ça peut être aussi simple qu'au lieu de clouer, on visse. Ouais. Mais il y a des connecteurs un peu plus développés, là, raffinés qui existent. Exact. Bon, très intéressant. Puis là, tu me mentionnes en usine ou sur chantier, les pertes, les déchets ne sont pas les mêmes. Donc, j'imagine que c'est avec une conception pour la fabrication et l'assemblage, le DFMA en anglais, Design for Manufacturing and Assembly. Vous pouvez planifier vraiment, acheter les bonnes dimensions déjà que vous avez besoin. Oui, exact. Tu sais, ça c'est vraiment des processus manufacturiers. C'est sûr que quand on faisait ça sur chantier de manière manuelle, ben, je veux pas, c'est une lecture de plan par un contremaître, par un charpentier menuisier qui fait en sorte que, bon, ben, regarde, moi, j'ai besoin de telle quantité de matériaux, puis c'est comme ça que je vais l'utiliser. En sens, c'est parfait, ça a toujours été nos méthodes de faire, mais maintenant, puis là, on peut même parler d'intelligence artificielle, là, mais tu sais, maintenant, de faire ça en atelier, ben ça nous permet d'utiliser des logiciels qui nous permettent vraiment d'optimiser le matériel qu'on utilise, puis vraiment en amont. C'est fou, on parlait de bois massif, nous on construit en CLT, donc on a vraiment une matière, une surface unidimensionnelle qui nous permet de... Ben après ça, le logiciel, OK, tu as besoin de cette dite surface-là avec l'isolant. L'isolant, c'est des panneaux de 4 pieds par 8 pieds. Ben OK, avec un algorithme, ben on est capable rapidement de dire tu as besoin de tant de matériaux, puis voici les découpes que tu vas devoir faire. Fait que c'est sûr que tu sais,
c'est difficile de battre ce genre de calcul-là pour minimiser les pertes. Là, donc, ouais. L'optimisation est possible et elle existe. Exact. OK, très bien. Puis si on parle du mode de réalisation des projets, toi, Julie, en tant qu'architecte, tu dois être impliquée dès le départ du projet, hein, parce qu'on parle de conception pour la fabrication et l'assemblage. Bien, la conception par l'architecte est importante et doit être faite en relation avec le manufacturier. Oui, bien effectivement. Fait que dans un projet traditionnel, c'est-à-dire le mode traditionnel, les professionnels, architectes et ingénieurs font toute la conception du projet de A à Z en amont. Complètement en amont, sans parler avec des constructeurs ou des sous-traitants. Après ça, on choisit un entrepreneur, puis on dit à l'entrepreneur, bon, toi, entrepreneur, maintenant, va construire ce projet-là dans le meilleur budget possible, de la meilleure façon possible, en suivant les plans. Ici, avec la construction modulaire, étant donné que les paramètres de fabrication puis de transport affectent la forme du projet, affectent tout le projet, dans le fond, puis sont propres à chaque manufacturier. Donc, c'est super important que le manufacturier soit impliqué aussi dès le début. Alors, finalement, ce qui en résulte, c'est vraiment un processus de conception intégré, finalement, où manufacturiers, architectes, ingénieurs et les clients, aussi les usagers en bout de ligne, sont impliqués dès le début. Et la façon de faire ça, c'est des séances, des échanges, des appels téléphoniques nombreux. On travaille vraiment en équipe. Puis chacun apporte son expertise pour justement développer le meilleur projet possible avec les contraintes qui existent. Je pense que tu l'as mentionné aussi, des visites à l'usine pour comprendre le procédé de fabrication qui impose des limites aussi, tout comme le transport qui a des dimensions maximales aussi à respecter. Oui, fait que le design architectural doit vraiment prendre ça en considération. Fait que c'est une toute autre recette de conception de ce qu'on est habitué traditionnellement avec les projets. Alors, je vais me retourner vers Étienne, oui, parce que pour avoir ton point de vue en termes de collaboration, mode de réalisation, on a soulevé un point qu'on va retourner bientôt là, au niveau des limites architecturales. Fait qu'on va aborder ça après. Exact. Ben, tu sais, c'est sûr. Je pense que je voulais pas voler ce punch-là pour toi, Cassandra, mais tu sais, c'est un peu... on l'a mentionné tantôt, c'est quand on arrive sur chantier, les murs sont complètement finis, donc ça change un peu notre méthode de faire, ça change aussi le contrôle qualité. Mais nous, en fait, c'est un plaisir, c'est un fun pour nous de travailler avec les architectes, les ingénieurs. C'est là qu'on dynamise notre produit, c'est là qu'on veut changer nos méthodes de faire, qu'on veut vraiment arriver à un produit fini, un bâtiment qui soit beau à voir, qui soit facile à construire, qui soit rapide à construire également. T'sais, pour nous, en fait, là, on parle le punch, que c'est la flexibilité architecturale, mais on veut donner les outils, en fait, aux architectes et aux ingénieurs, en étant impliqués en amont, comme nous, en manufacturiers, c'est de donner les outils pour réaliser un bâtiment, mais qu'on n'avait pas cette impression-là que ça soit modulaire, on n'a pas cette impression-là que ça soit préfabriqué, au sens où c'est juste de donner les outils et non pas de voir ça comme des contraintes nécessairement. C'est regarde, voici la balise, voici le terrain de jeu. Jouons là-dedans, jouons dans ces limites-là. Puis c'est à l'avantage à tout le monde, c'est à l'avantage aux clients, c'est à l'avantage aussi à l'utilisateur final qui va avoir une belle expérience dans le bâtiment, mais son bâtiment va avoir été fait rapidement, il va être probablement économe également, puis il va avoir vraiment une belle qualité. Mais pour moi, encore là, je reviens à la qualité, mais c'est en intégrant l'ensemble des professionnels en amont, c'est ça. On augmente la qualité, en fait, du projet dans son ensemble, puis c'est ça qui est motivant pour nous. Donc, Étienne dit qu'il va donner des outils. Je pense qu'il va quand même imposer des contraintes. Donc, comment qu'on peut rester flexible au niveau architectural? Là? Oui, nous, à date, les projets sur lesquels on a travaillé, Étienne travaille sur du modulaire 2D. Nous, on a fait du modulaire 3D, qui est plus contraignant à plusieurs niveaux. Exact. Mais c'est vrai que, comme architecte, je peux que reconnaître que quand on regarde des bâtiments modulaires, qu'on a l'image d'un bâtiment modulaire qu'on a, c'est souvent des bâtiments qui sont massifs, banal, monotone, pas très inspirant. Donc,
comme architecte, qu'est-ce qu'il faut pour essayer de contrer ça ou d'en faire quelque chose? Ben, il faut évidemment un architecte à bord, un bon architecte, on va espérer. Ça prend aussi un entrepreneur, un manufacturier qui veut aussi faire quelque chose d'intéressant. Ça prend une vision pour le projet. Donc, idéalement, un client aussi avec une vision. Puis, parce que c'est sûr que la solution la plus facile dans le modulaire 3D va toujours être un bloc. Fait qu'il faut vraiment faire l'effort pour travailler dans ces contraintes-là. Donc, dans notre expérience, basée sur le projet qu'on a réalisé, qui est le pavillon du 49 à Chibougamau, qui est, il faut le dire, le premier bâtiment modulaire en CLT, en bois massif, entièrement préfabriqué en usine au Québec. L'important, c'est il faut accepter le modulaire. Il ne faut pas essayer de contredire le modulaire. Il faut vraiment s'inspirer de la modularité pour créer une architecture qui est intéressante puis qui reflète la nature du bâtiment. Pas essayer de cacher le modulaire. Donc, le mettre en valeur, aller chercher des éléments qui peuvent devenir des accents pour mettre en valeur ce côté répétitif et modulaire. Par exemple, des balcons, des traitements d'ouverture. Des fois, c'est au niveau de l'entrée. Fait que c'est vraiment d'accepter la modularité et de travailler avec. Ça devient vraiment un processus créatif différent de ce qu'on est habitué typiquement. Donc, même si ça se répète, même si c'est standard, on peut jouer avec la symétrie, l'image miroir aussi, pour créer un effet qui est intéressant. Exactement. Ça, c'est des façons. Puis probablement que dans un monde idéal, certes, dépendamment des bâtiments, il y a des bâtiments qui auraient des parties qui seraient entièrement modulaires, répétitives et standardisées, puis certaines autres parties qui pourraient être réalisées différemment. Juste pour, c'est ça, pour introduire une signature. Les deux établissent un dialogue qui donne justement de l'intérêt. Donc, il y a des typologies de bâtiments qui s'y prêtent mieux que d'autres. Si on parle d'hôtels, d'hôpital, des salles de classe. Hein? Oui, tout à fait. Des bâtiments où il y a des espaces, c'est-à-dire des configurations un peu répétitives. Le résidentiel, comme tu as dit, l'hospitalier, comme par exemple les CHSLD pourraient bien s'y prêter. Même, c'est ça, des bâtiments de salle de cours, même chose. Donc, c'est ça, des typologies où il y a un peu de répétition puis de standardisation. OK. Ce qu'on peut voir aussi des fois, je pense, dans l'industrie de la construction hors site, c'est un jumelage des différents systèmes. Là. Donc, ici, on a plus le volumétrique 3D avec Julie puis le pavillon 49e en bois massif. Étienne, qui est aussi du bois massif, mais plutôt panneau chez Sokio. Exact. Puis là, peut-être qu'on sort du bois massif, mais quand je pense à l'ossature légère, c'est un système qu'on voit souvent, des pods. Donc, on regroupe les systèmes mécaniques, les salles de bain, dans un module volumétrique 3D, puis on va construire en panneau autour 2D. Est-ce que c'est quelque chose que le CLT peut bien s'y prêter? Ben oui, vraiment. Puis je pense que on parlait de signature, de Julie l'a super bien mentionné. Je pense que c'est ça aussi. Là, on parle de bois massif ici, on peut parler d'ossature également, mais c'est vraiment de travailler avec les forces et faiblesses de chacun des systèmes au final, je crois. Là. La modularité, ça doit être ça. Si on veut pousser la préfabrication, je pense qu'il faut la penser, il faut vraiment combiner les forces. Donc, comme tu dis, Cassandra, en fait, c'est super intéressant dans certains bâtiments, pour nous, du moins, là, des trucs qui sont répétitifs, qu'on peut utiliser le volumétrique dans des pods de salle de bain ou quoi que certains éléments comme ça. Mais pour nous, du moins chez Sokio, c'est vraiment l'enveloppe du bâtiment, donc le 2D. Donc là, on peut être extrêmement rapide en panneau. On peut donner tout de même une flexibilité architecturale parce qu'on reste en 2D. Mais je pense que le volumétrique a sa place dans d'autres éléments ou dans d'autres bâtiments. Mais c'est vraiment d'utiliser un peu les deux. Puis je pense que c'est là qu'on va tirer profit, en fait, de la préfabrication. Super.
Puis là, on sait aussi qu'il y a une crise du logement. On essaie de développer des solutions qui sont compétitives, qui sont abordables, qui sont rapides. Est-ce que le bois massif peut s'inscrire dans cette lancée-là? Ou il manque encore peut-être des initiatives gouvernementales, la réglementation? Pour ma part, je sens quand même les efforts. Pour nous, c'est des efforts qui se démarquent dans différentes volontés, là, en fait, vis-à-vis des subventions, vis-à-vis des volontés politiques, mais également vis-à-vis des codes. Le CNB 2020, dans l'annexe, en fait, on met justement des nouvelles compositions typiques qui intègrent le bois massif dans les bâtiments. Donc, pour moi, c'est super motivant, puis ça me donne cette latitude-là, de dire, enfin, en fait, oui, on peut pousser le bois massif. Puis je pense que, je veux pas répéter, mais en fait, pour nous, c'est la productivité. Je veux pas. Donc, le bois massif, le CLT, en fait, c'est quelque chose qui est super stable dimensionnement, qui est facile à travailler, qui nous permet de travailler d'un côté du panneau, de laisser exposer du côté intérieur l'apparence bois. Puis là, ensuite, comme en enveloppe vis-à-vis de la performance énergétique, on isole par l'extérieur, donc pas de pont thermique. Mais donc, on travaille vraiment d'un côté. On peut faire différents systèmes. On peut faire des planchers, on peut faire des murs, on peut faire des toitures. Donc, pour moi, le bois massif, puis vis-à-vis les volontés gouvernementales qu'on a actuellement, oui, on peut accentuer la productivité puis solutionner la crise du logement et autres. Oui, puis en fait, moi, je pense qu'il y a aussi l'avantage du bois massif, là, comme on a mentionné. Peut-être que le visuel architectural extérieur, parfois, il y a le stéréotype que c'est monotone, mais pour avoir été à l'intérieur du bâtiment en bois massif CLT, modulaire 4 étages à Chibougamau, c'est pas plate, là, à l'intérieur. On a du bois exposé, c'est magnifique. Donc, il y a là à gagner en utilisant du CLT apparent à l'intérieur. Hein. Oui, clairement. C'est ça. Ça, c'est un des gros avantages des modules 3D en CLT, c'est que la finition intérieure, finalement, devient le bois. Donc, ça change complètement la signature architecturale intérieure de ces appartements-là, qui serait très différent s'ils étaient complètement finis en gypse. Ouais. Donc ça, c'est un gros plus pour ce type de construction-là, clairement. Puis est-ce que vous avez une demande parfois aussi des clients d'avoir un peu plus de données sur le comportement? Donc, on va faire des essais acoustiques, on va faire des essais de vibration. On peut aussi aller placer des capteurs en recherche. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, d'aller faire la surveillance des bâtiments. Donc, par exemple, le 49e, c'est un bâtiment qui a été instrumenté. Oui, c'est ça. En fait, Cassandra, FP Innovation a été impliquée dans les essais qui ont été faits pour ce bâtiment-là. Puis, en fait, pour tout ce qui est acoustique, il y a eu beaucoup d'essais puis de tests qui ont été faits au début, des assemblages qui ont été testés. Puis finalement, ce qui avait été décidé pour adresser ces enjeux-là, ça a été, par exemple, que tous les corridors sont leur propre module. Les logements sont des modules, sont faits avec des modules connectés, mais il n'y a pas 2 logements dans un même module. Donc, il y a toujours une double paroi. Ça a été la façon, justement, de solutionner les problèmes de transmission acoustique qui sont qu'on observe souvent dans les constructions en CLT, en bois massif. Donc, on documente la performance là, du projet. C'est important parce que c'est quand même des systèmes qui sont en développement. Très intéressant, vos projets. Puis, Étienne, vous, est-ce que vous êtes tourné vers des essais de performance pour vos panneaux? Assurément, vraiment. Je pense que le bois massif, de par sa nature, c'est jeune, je veux pas, encore au Québec, dans le sens de l'introduction du bois massif. Puis pour y arriver, justement, Chantier Chibougamau, Nordic Structure, on fait tellement de beaux tests qui nous ont permis, maintenant, de l'utiliser. Même pour nous, chez Sokyo, pour démocratiser, en fait, ce système-là complètement préfabriqué, on se fait poser des questions, sur chantier, ton enveloppe de bâtiment, c'est quoi la performance? Nous, on a développé un joint breveté qui permet de sceller rapidement l'enveloppe du bâtiment. Parfait. Quels sont les tests qui ont été faits? Donc, pour nous, c'est
c'est constamment, en fait, de la recherche et développement, constamment des tests. Puis c'est super le fun. En fait, prochainement, on retourne en chambre climatique, on fait des nouveaux tests. Puis donc, ça passe, en fait, par la recherche pour vraiment prouver aux professionnels, prouver aux clients de manière rationnelle et scientifique que notre système est performant. Puis on peut l'introduire dans des bâtiments de grande hauteur, de moyenne densité et tout. Là. Donc, accroître le sentiment de confiance des professionnels, première étape. Puis en deuxième, eux vont être capables aussi de convaincre le client parfois. Oui. OK, très bien. Sinon, est-ce que vous avez un conseil pour les professionnels de la construction qui s'intéressent à ce système-là, mais qui n'ont pas encore fait le pas? Ça serait quoi votre retour d'expérience là, principal? Ben, honnêtement, je pense qu'il faut juste... Ben, c'est sûr que c'est difficile dans le sens quand on veut, je vais dire, séduire une personne à utiliser le système pour la première fois, mais tu sais, pour nous, ça va passer par des visites de chantier, tantôt tu parlais de rentrer dans ce type de bâtiment-là. C'est là que tu le vis vraiment, tu sais. Fait que pour nous, la préfabrication en bois massif, ben c'est... Tu sais quoi, on va monter ce bâtiment-là dans quelques mois. Viens sur chantier, viens voir c'est quoi l'effet de la préfabrication, la vitesse d'exécution sur chantier, puis comment on fait les choses. Puis ensuite de ça, ben viens dans ces bâtiments-là aussi, tu vas sentir la différence. Fait que pour moi, c'est dans la démonstration il va y avoir l'adoption là, des systèmes. Oui, bien, même en voyant des modules de démonstration, là. Ouais. Est-ce que vous en gardez à votre usine? Oui, ben je parlais de recherche et développement tantôt. Je pense qu'on a des dizaines et des dizaines de mock-ups. Là. Okay. Pour nous, c'est un peu ça. Juste ici, aujourd'hui, on est au forum. Ben, on amène un petit mock-up. C'est la manière super simple de présenter ça. On a un bâtiment en ce moment qu'on conceptualise sur le sommet du Massif du Sud. Ben, les différents assemblages, ben, on veut les tester en amont. On veut voir, OK, ben, même pour nous, tu parlais d'assurance, de rassurer, en fait, les professionnels. Ben, même pour nous, là, on veut se rassurer. On veut s'assurer qu'on fait les choses de la bonne manière. Fait que des mock-ups, la recherche et le développement, ça passe par ça. Là. Oui, et toi, Julie? Comme architecte, moi, mon conseil, ce serait à quelqu'un je parle à un architecte qui voudrait se lancer dans la conception modulaire. Je dirais, dans le fond, de ne pas avoir peur de s'asseoir avec les manufacturiers puis de discuter des détails. Puis de ne pas avoir peur du côté technique. Parce que les solutions vont souvent venir des manufacturiers, puis les besoins sont souvent décrits d'une façon très technique, qui semble souvent contradictoire à ce qu'on voudrait comme architecte. Okay. Alors, il faut apprendre à voir là-dedans le besoin pour le transformer en une réponse architecturale qui nous satisfait aussi comme architecte. C'est une possibilité. Donc, voilà. Donc, c'est un peu... C'est ce qu'on fait dans les projets traditionnels. C'est juste qu'ici, il faut comme le transformer puis l'adapter justement à un bâtiment préfabriqué en usine, hautement usiné. Donc, les besoins techniques deviennent aussi très importants. C'est pas juste on va le solutionner sur le chantier, l'entrepreneur va s'en occuper. Il faut vraiment que ça passe au premier plan. Puis, il faut réussir à conserver notre créativité architecturale dans tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'aspect que je voudrais souligner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la construction modulaire. Ah ben. C'est vraiment bien parce que ça... Tantôt je l'énonçais, c'était un peu cute, là, de la manière que je l'énonçais. C'était comme... Ah non, nous, on veut pas que ça soit des contraintes, on veut donner des outils. Ben, c'est un peu ça. Je veux pas l'architecte. Votre force, c'est la créativité, c'est de générer des espaces qui sont tellement... comment je pourrais dire ça? On se sent bien dans ces espaces-là, que ça a été bien pensé en amont et tout ça, mais je trouve ça bien que tu le mentionnes, que c'est dans la discussion avec le manufacturier qu'on va y arriver. Puis les éléments tout techniques que nous autres, ben, on est dans notre atelier, puis on voit juste tout ce qui sort de notre atelier. Ben vous avez cette créativité-là, vous avez un pas de recul, en fait, sur ce qu'on fait. Fait que si on peut discuter puis échanger, ben je pense que c'est donnant-donnant pour les deux côtés. Là. Ben oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est...
OK, toi, tu veux ça. Mais pourquoi tu veux ça? OK, tu veux ça pour ça. Mais si on faisait ça. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais oui, ça marche. Exact. Puis là, finalement, c'est ça la façon de faire. Puis aussi le fait de justement de tirer son inspiration pour les concepts dans le modulaire, de s'inspirer des possibilités, puis vraiment de ne pas le voir comme une limitation, mais c'est juste une nouvelle façon de concevoir les projets. Mm-hmm. Donc, par une conception intégrée, au final, ça crée des discussions, on analyse les contraintes qui peuvent être finalement vues comme des outils et comme des possibilités à innover, mais en offrant des solutions qui sont répétables, abordables et magnifiques quand c'est en bois massif. C'est pas merveilleux. La façon que tu dis, Cassandra, là, j'ai l'impression que je ferais juste mes bâtiments de manière préfabriquée. Je crois qu'on va le voir bientôt. Donc, ceci conclut notre épisode sur la construction modulaire en bois massif du balado réalisé en bois. Je tiens à remercier Julie Charbonneau, architecte et fondatrice chez Perch Architecture. Merci, Julie. Merci, Cassandra. Et Étienne Julien, donc directeur de développement de produits chez Sekio. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Cassandra. Et merci à tous d'avoir été des nôtres. Au revoir.